Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Merci d'être fidèles à ce rendez-vous Late et Smart tous les soirs avec mes deux invités pour tenter de mieux comprendre l'actualité, notamment l'actualité économique du moment et du jour. Ce soir, nous allons, je vais emmener mes invités dans des territoires un petit peu originaux, un petit peu inconnus. Le premier sujet, on l'avait évoqué hier en tout début d'émission. Je vous avais promis des nouvelles du voyage en train de Jean Castex. Il est arrivé ce matin. 12 heures après le départ, il était autour de 9h15 à Nice. Jean Castex a donc pris le premier train de nuit, enfin le premier depuis 3 ans. La ligne était fermée, il l'a rouverte dans sa cabine couchette. Le Premier ministre, je voulais revenir sur cet événement qui a été mis en avant sur les réseaux par le Premier ministre, par le ministre des Transports, par le patron de la SNCF, comme quoi on avait quand même, comme si on avait fait une prouesse quasi technologique majeure qui allait s'inscrire dans l'histoire du pays. Je suis un petit peu provocateur, mais c'est le but du sujet. La France, le pays, 3 petits points, du train de nuit, point d'exclamation. Voilà, qu'est-ce que ça inspire à mes deux invités, cette mise en avant d'une technologie du 19e siècle. Enfin voilà, je n'en dis pas plus, on verra comment réagissent mes invités sur ce sujet. Plus sérieusement, mais le premier sujet est sérieux quand même, plus sérieusement, dans la deuxième partie de l'émission, on s'intéressera à la façon de respecter peut-être les engagements climatiques du pays. Est-ce que c'est à l'État de faire les efforts? Est-ce que c'est aux entreprises? Est-ce que pour ce qui est des entreprises, c'est aux investisseurs de mettre la pression sur les entreprises? Voilà, est-ce que les investisseurs sont en train de passer la manœuvre en l'espèce? Le point d'accroche, l'actualité, c'est l'Assemblée Générale de Total, c'est la semaine prochaine, je crois. Et d'ores et déjà, un certain nombre d'actionnaires de Total ont expliqué qu'ils voteraient contre le plan climat de Total, considérant que l'entreprise pétrolière au départ, on ne se refait pas, n'allait pas assez loin dans ses engagements de transformation. Voilà, alors est-ce que c'est le rôle des investisseurs? Sinon, si oui, sinon, le rôle de qui? On verra là encore ce qu'en pensent mes deux invités. En l'occurrence, il s'agit de Nicolas Marquez, bonsoir. Bonsoir Guillaume. Vous êtes économiste et directeur général de l'Institut Molinari, un think tank. Guillaume, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Est-ce que Guillaume Richard, président de WeCare, c'est écrit sur votre t-shirt, c'est pour tout le monde, c'est notamment la marque O2. Il y a plein de marques, mais la principale, la plus connue, c'est la marque O2. De service à la personne. De service à la personne. Merci à tous les deux d'être à mes côtés. Tout de suite, la petite question apéritif. Il est question d'un autre succès entrepreneurial français, un autre, je veux dire, par rapport à WeCare, qui faisait la une du quotidien Le Monde hier soir. C'est la question apéritif. Question apéritif donc, vous l'avez peut-être vu, c'était la une du quotidien Le Monde hier soir, qui a un petit peu fait jaser, enfin en tout cas dans certains milieux. Regardez, c'était en plein milieu de la une du quotidien, un gros bloc bleu. Comment le Covid a rendu Doctolib hégémonique. Alors c'est le terme hégémonique qui, dans les milieux notamment un peu business, a fait un petit peu tiquer depuis hier soir, pas mal sur les réseaux sociaux. Avant, déjà, ça a manifestement plu à certains à France Culture. C'était repris ce matin. C'était la question de la matinale. Faut-il s'inquiéter de la prédominance de Doctolib? C'était la question du jour ce matin dans les matins de France Culture. Alors je le disais, pas mal de réactions un petit peu étonnées, notamment sur le choix du qualificatif hégémonique. Regardez cite de temps en temps le président de la FEVAD, la Fédération de la vente à distance, François Monbois, c'est hégémonique, incontournable, ambition dévorante, pose question, tout ça entre guillemets, c'est dans l'enquête du Monde. En France, une start-up en train de réussir devient suspecte. On l'a préférée quand elle était petite. Voilà, un start-upper qui a bien grandi, qui a bien grossi, c'est vous aussi. Guillaume, est-ce que comment vous avez réagi à cette... Alors, c'est pas une mise en cause au sens formel quand même, mais il y avait une petite tonalité par le choix des mots par rapport à la réussite de Doctolib, par rapport à cette crise sanitaire, évidemment, dans le cadre qui a pas propulsé parce que l'entreprise avait déjà bien grossi avant la crise sanitaire, mais qui l'a mis encore plus sous les feux de l'actualité, qui lui a permis de continuer à progresser. Voilà votre sentiment d'entrepreneur par rapport à on se demande déjà si c'est pas hégémonique. Alors, plusieurs commentaires. Le premier, c'est que effectivement, comme disait le patron de la FEVAD, on a une entreprise qui réussit extraordinairement. Et on devrait avant tout s'en réjouir. Avant tout, tous s'en réjouir.
qu'est-ce que c'est que cette façon qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui réussit, on le jalouse, on le condamne, on lui dit tiens, il est hégémonique. Non, on devrait d'abord et avant tout tous s'en réjouir. C'est une entreprise française, basée en France, qui crée des emplois en France et qui, en plus, offre un service d'une qualité remarquable. Et c'est là où arrive mon deuxième point, c'est que on constate que, globalement, le service qui est rendu est quasiment un service public et qu'il est extraordinairement bien rendu par une entreprise privée. Et, à mon avis, ça devrait donner des idées, et ça serait bien que ça puisse donner des idées au gouvernement et aux futurs gouvernements et hommes politiques sur quelle doit être la place de l'État et quelle doit être la place des entreprises. Ouais. On constate que l'État, il y a des rôles qui sont des rôles régaliens de l'État. Est-ce que organiser des visites médicales et des visites pour prendre rendez-vous pour se faire vacciner doit impérativement être du ressort de l'État? Non, franchement non. C'est extrêmement bien fait et à un coût incroyablement moins élevé en le confiant à une entreprise dont c'est le métier, plutôt qu'à le confier à l'État. Et moi, je trouve que c'est extrêmement intéressant de voir qu'on a là un service, quasiment service public, rendu par une entreprise privée de façon extrêmement pratique, extrêmement fluide, extrêmement simple. Moi, je trouve ça génial. Et au passage, c'est peut-être ça qui fait qu'on arrive à vacciner 650 000 personnes aujourd'hui par jour en France. Absolument. Et avec un management qui est incroyable et un patron, Stanislas Niok-Château, qui est génial. Je ne sais pas si vous l'avez déjà rencontré, mais il est vraiment, vraiment très, 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 très bon. Exactement. Institut Molinari, je précise, vous êtes a priori un think tank libéral. Nicolas Marquez, votre sentiment, comment vous avez réagi voilà, Je suis exactement sur la même ligne que Guillaume. C'est un très bon service. Ce matin, personnellement, je suis allé me faire vacciner. Je suis allé à l'hôpital des Armées comme un certain nombre de gens. De Percy. Ouais. Et la prestation de l'hôpital de Percy était irréprochable. Pile à l'heure, j'étais vacciné, j'avais rendez-vous à 10h45, j'étais vacciné à 10h45, sorti à 11h. J'ai vu 2 médecins et j'avais pris ce rendez-vous grâce à Doctolib. Mais pareil, la prestation était tout aussi carrée. Et à l'entrée de l'hôpital militaire, les vigiles, ils sont privés. Personne ne dit c'est scandaleux, les vigiles sont privés. Ah, même un hôpital militaire? Ah oui, vous avez les patrouilles qui est militaire, et puis la sécurité externalisée. Pourquoi? Parce que il y a zéro valeur ajoutée à faire gérer l'accueil par des militaires. Une boîte privée le fait très bien. C'est pareil avec Doctolib, et je suis d'accord avec Guillaume, il participe du service public, et j'ai envie de rajouter quelque chose, c'est quand même détestable. On manque de licornes, on manque de réussite comme ça. Il y a 700 licornes à ce stade, on en a 12 françaises, il y a Doctolib qui est là-dedans. Alors Doctolib, c'est franco-allemand, et réjouissons-nous. On ne peut pas à la fois se plaindre de ne pas avoir de GAFA, de l'hégémonie des GAFA. C'est franco-allemand parce qu'ils sont présents en Allemagne aussi, mais c'est une boîte d'origine française. Tout à fait. Ils sont très présents en Allemagne, mais c'est les Français. On a une licorne européenne, française, /européenne, on devrait tous se réjouir. Alors, d'ailleurs, l'État est un petit peu actionnaire via la BPI de Doctolib, mais c'est quand même d'abord le Niok-Château qui, effectivement, c'est sa boîte. Alors, je vais quand même essayer de mettre dans la peau des journalistes du Monde. Il y a 2 sujets qui, semble-t-il, font qu'ils se posent peut-être la question. D'une part, il y a eu, au-delà de la prise de rendez-vous pour les médecins libéraux, qui était l'origine de Doctolib, il y a eu un gros contrat avec la PHP pour, effectivement, faire la même chose, y compris en hôpital public. Donc là, effectivement, chez certains, ça a pu tiquer. Et puis, aujourd'hui, est-ce que de temps en temps, il ne faut pas s'inquiéter? Pourquoi ça peut tiquer? Mais moi, c'est ça. Pourquoi est-ce que ça peut tiquer de se dire, tiens, on va faire quelque chose de plus efficace, de moins cher, de plus simple pour tout le monde, par une entreprise privée? C'est là où c'est délirant. C'est-à-dire que moi, je suis pas un anti-État. Je suis un ultra pro-État dans ses fonctions régaliennes, là où l'État a du sens. Mais gérer l'organisation de rendez-vous, de prise de rendez-vous, parce que c'est de ça dont il s'agit. En quoi est-ce que c'est stratégique? En quoi est-ce que ça doit dépendre du régalien? Il y a un moment... Est-ce qu'il n'y a pas de temps en temps, ou à terme, ou à un moment donné, le risque de créer ou de recréer une rente privée? Aujourd'hui, effectivement, Doctolib, c'est ce que dit le papier, et puis moi je suis là pour vous faire réagir, a une très forte part de marché, ultra dominante, il n'est pas seul. Alors il y a même d'autres acteurs privés qui ont pu attaquer d'ailleurs ce contrat avec APHP. Il y a Maya, qui est l'un de ses concurrents, mais bien plus petit, mais concurrent privé. Est-ce que quand on a des parts de marché très dominantes et qu'on est privé, de temps en temps, ça ne pose pas de questions à une échelle un peu... À une échelle qui n'a rien à voir. Internet Explorer, hier il y avait un super article. Internet Explorer
s'arrête en 2022, a annoncé le patron de Microsoft. Oui. Internet Explorer a eu jusqu'à 95% de part de marché. Oui, mais ils ont été un peu cassés par la Commission européenne. Mais non, en Europe et dans le monde. Ils avaient 95% de part de marché, Internet Explorer, au fait de leur gloire. Non, voilà, ce que vous dites, c'est qu'il y aura toujours quelqu'un qui sera potentiellement capable de concurrencer. Mais bien évidemment. Et puis, à un moment, s'il y a une rente qui est trop importante, à partir du moment où il y a une rente, il y a quelque chose qui est très intéressant. Pourquoi est-ce que Uber et sont arrivés aussi facilement dans l'univers des taxis? Parce qu'il y avait une rente qui existait. Et donc, dès qu'il y a une rente, ça attire de la convoitise. Et comme on est dans un système où c'est extrêmement rapide, de plus en plus rapide et de plus en plus agile, si vous avez une rente qui est trop importante, vous allez attiser la convoitise de ceux qui vont vouloir aller piquer la rente. Et donc, le risque qui est décrit là, à mon avis, il est complètement... il y aura peut-être une rente pendant 1 ou 2 ans, mais maximum. Parce que derrière, il y aura quelqu'un qui va venir attaquer cette rente. Bon, en tout cas, bon vent à Doctolib. Et encore une fois, vous le rappeliez, c'est peut-être pour ça. Vous vouliez ajouter un mot, Nicolas? En fait, c'est des effets loupes, il faut toujours faire attention à ces effets loupes. Si on regarde Doctolib, on peut le voir en étant hégémonique, comme l'a fait Le Monde. En fait, on peut aussi le voir comme étant un nain. Ils sont en concurrence vis-à-vis de grands du numérique, qui apportent des solutions dans toute une série de domaines. Doctolib a la chance... c'est pas encore Amazon ni Google, oui. Mais oui, ils sont tout petits aussi, 1700 salariés. Et avec notre œil franco-français, on se dit ils sont hégémoniques. Mais c'est pas vrai. Il y a plein d'autres solutions qui permettent de faire de l'agenda, du rendez-vous. Eux, ils sont connus et ça joue en leur défaveur, d'où l'article du Monde, parce que en fait, pour croître calmement, il faut croître de façon discrète. D'ailleurs, on le voit bien quand on regarde les GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple, ils ont le défaut de médiatiser leur marque. Microsoft, qui a appris, parce qu'ils sont pris les grands procès antitrust européens, se cache. Ils font le minimum de vagues pour grossir. Doctolib, le handicap, c'est que c'est une marque qui parle, c'est une marque qui a une valeur ajoutée, donc ils seront critiqués pour ça, mais pour autant, ils sont très très loin d'être hégémoniques. Et puis, en fait, quand vous regardez comment s'est construit le succès de Doctolib, ce qui est absolument remarquable, c'est que la plupart des entreprises, elles mettent énormément de moyens dans la commercialisation, dans la vente de leurs produits. Chez Doctolib, il y a 2 à 3 fois plus de moyens qui sont mis pour faire en sorte que les utilisateurs, c'est-à-dire les médecins, tirent la substantifique moelle de l'outil Doctolib plutôt que sur la force de commercialisation. Donc en fait, ils ont 2 à 3 fois plus d'équipes avec des niveaux de formation, des équipes qui sont là pour faire transformer les utilisateurs en ambassadeurs, qui est quelque chose d'absolument remarquable. Cette boîte, elle est gérée de façon admirable. Mais vraiment, elle est assez exceptionnelle. Moi, si vous avez l'occasion d'y aller et de rencontrer Stanislas qui va vous expliquer comment il a organisé sa boîte, c'est remarquable. C'est remarquable. Et donc, on devrait tous se réjouir d'avoir des boîtes qui sont aussi bien structurées, qui ont aussi bien compris l'intérêt que l'on peut apporter à l'expérience utilisateur. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et c'est super bien fait. Parce que très souvent, en France, on a un défaut, c'est qu'on est des super incroyables inventeurs, découvreurs technologiques, mais qu'on ne pense pas suffisamment utilisation. Et on ne pense pas suffisamment comment est-ce qu'on va commercialiser. Donc on a fait le Minitel, on a fait le Magic, on a fait plein de trucs qu'on a été les seuls à utiliser dans le monde, parce qu'on n'a pas suffisamment pensé derrière commercialisation, capacité d'accès pour les autres, expérience utilisateur. Doctolib, leur succès, c'est parce qu'en fait, ils ont mis 2 à 3 fois plus de moyens sur je transforme mes clients en ambassadeurs. Comment est-ce que j'en fais des gens qui sont accros à Doctolib et qui vont devenir les prescripteurs pour les autres. Et ça, c'est absolument remarquable. Et après, derrière, il a structuré sa boîte. Ça en fait le lien avec le sujet suivant. Évidemment que sur Bismart, on se réjouit du succès de Doctolib. Ça m'intéressait de vous faire réagir sur ce sujet. Tout de suite, en matière de technologie, on va repartir quelques décennies en arrière. L'été Smart, c'est reparti. Merci de rester avec nous. Notre troisième sujet, deuxième débat dans l'émission autour des questions climatiques, de la façon de faire pour respecter les engagements internationaux, nationaux des entreprises. J'ai appelé ce débat climat de points, les investisseurs à la manœuvre, point d'interrogation. À l'occasion, il y a notamment un petit sujet autour de Total, notre géant pétrolier national. Regardez cette petite brève pour se commencer
financier de Boursorama. Sous pression, Total change de nom et tente de convaincre qu'il en fait assez pour le climat. Alors change de nom, c'était annoncé depuis quelques semaines déjà. Ce sera donc officialisé, si les actionnaires sont d'accord, lors de l'Assemblée générale de la semaine prochaine. Total va devenir Total Énergie, en un seul mot, énergie avec un pluriel, pour montrer que Total, c'est pas ou ce n'est plus que du pétrole. Papier du Figaro, parallèlement, poursuit cette idée. Total, bousculé par ses actionnaires sur ses objectifs climatiques, juge que les engagements du groupe sont insuffisants. De fait, nous dit le quotidien, toutes les majors sont sous la pression de fond. Voilà, dans la tribune également, climat, la résolution de Total ne fait pas l'unanimité chez les investisseurs. Tribune qui, de façon plus précise, explique que la société de gestion Mescart, le gestionnaire OFI Asset Management et Aircantec ont annoncé qu'ils voteraient contre la stratégie de climat lors de son assemblée générale. Je crois que c'est la première fois que Total va soumettre au vote. Ça fait partie des nouveautés, le fameux, en bon français, le C on Climate, comme le C on Pay. Voilà, ça nous vient d'outre-Atlantique. Donc, il y a un certain nombre d'actionnaires qui considèrent que l'entreprise devrait faire plus d'efforts. Alors, a priori, la direction n'est pas en péril, mais c'est un signe intéressant. Alors, Total, bon, évidemment, c'est un groupe de pétrole au départ, donc on peut pas se refaire complètement. Donc, effectivement, ils ont une transition à accomplir, mais ils partent d'un existant. Ils vont pas arrêter du jour au lendemain de toute activité pétrolière. Enfin, ils pourraient, mais enfin, ce serait avec un coût économique absolument impensable pour les actionnaires. Alors, précisément sur le rôle des uns et des autres, sur l'action climatique. À une époque, on disait que c'était les pouvoirs publics qui poussaient. Plus récemment, on disait finalement, les entreprises maintenant commencent à en faire un peu plus même que les pouvoirs publics. C'est elles qui prennent le relais et qui sont les plus motrices sur le sujet, notamment sous la pression de leurs actionnaires, de long terme ou de plus court terme, les fameux, dans les deux cas, des fameux investisseurs. C'est une bonne chose, Guillaume, qu'il y ait une pression aussi des actionnaires pour faire bouger les choses, y compris. On imagine qu'ils sont conscients du sujet chez Total, y compris dans une boîte. Là, pour le coup, on ne peut pas faire plus hydrocarbures au départ que quand on est un pétrolier. Alors, complètement, totalement. Mais en fait, quel est le job d'un investisseur ? Le job d'un investisseur, c'est de mettre de l'argent et d'en gagner un peu plus à la sortie. Et s'ils font ça, c'est parce que, en fait, les investisseurs eux-mêmes sont sous la pression des consommateurs. Oui. Des consommateurs, de leurs clients. Ils ont une double pression. Ils ont à la fois une pression des investisseurs eux-mêmes, parce que les investisseurs, généralement, récoltent de l'argent de clients qui investissent chez eux. Et ils ont une pression aussi parce qu'ils se disent, tiens, Total, c'était vous ne viendrez plus chez nous par hasard. On viendra chez vous plus par hasard que si, et seulement si, vous ne montrez pas de blanche. Parce qu'aujourd'hui, il y a une appétence et un besoin et une demande de la part des consommateurs pour aller pour consommer de plus en plus vert, de plus en plus responsable. Et il y a aussi une pression de la part des salariés. Total, qui il y a des années n'avait aucun problème pour embaucher, aujourd'hui a des difficultés à recruter. Parce qu'en fait, il faut les jeunes, et même les jeunes diplômés, les jeunes ingénieurs, chercher du sens. Et de la même façon que les ressources humaines étaient l'avenir de l'entreprise, aujourd'hui, le climat, ce que l'on appelle la politique RSE, responsabilité sociale et environnementale, l'aspect environnemental est extrêmement important. Et c'est même pas un choix, c'est une obligation aujourd'hui pour toutes les entreprises, parce que leurs consommateurs, leurs clients, leurs donneurs d'ordre, leurs investisseurs, leurs salariés leur demandent ça. Et donc, la meilleure façon, en fait, c'est l'évolution de la société qui fait que l'entreprise, elle ne répond pas à une injonction de l'État, elle va répondre à une injonction de ses différentes parties prenantes, que sont ses clients, ses fournisseurs, ses actionnaires, ses salariés, qui exigent tous, aujourd'hui, d'avoir une prise en compte des contraintes climatiques, une prise en compte environnementale. Et donc, cette pression qui est imposée par des investisseurs est en fait une pression que les investisseurs eux-mêmes subissent de la part de leurs souscripteurs et une évaluation de ce qu'attendent
les consommateurs de Total pour demain, pour ne plus continuer à venir chez Total par hasard. À chaque fois, vous raccrochez vos slogans. Nicolas, votre sentiment sur ce rôle vertueux ou pas, enfin bref, en matière de climat des investisseurs dans les boîtes. Les investisseurs, ils sont fondés toujours à challenger les entreprises dans lesquelles ils investissent, donc c'est très bien. Non, mais on pourrait se dire qu'ils investissent ailleurs à ce moment-là. Enfin, je ne sais pas, je me fais encore une fois en l'occurrence, ils ont envie de continuer à investir dans Total et ils ont envie de voir certaines choses en plus. Moi, j'ajouterais juste, il faut raison garder. Et c'est fondamental. Total a un passé, c'est l'essence, c'est l'hydrocarbure. Donc, il y a une question de dosage, à quel rythme il diversifie. Et il faut faire attention à ne pas tomber dans des schémas blanc-noir. Je vais vous donner un schéma blanc-noir que je regrette personnellement, c'est les centrales à charbon. Alors, je ne suis pas nostalgique des centrales à charbon comme du train de nuit Paris-Nice. Mais à un certain stade, par exemple, tous les gros investisseurs, toutes les grosses banques françaises ont dit on arrête de financer le charbon parce que c'est une énergie sale. Et c'est vrai que le charbon est quelque chose de polluant, de plus polluant que toutes les autres énergies qu'on a. C'est plus polluant que le nucléaire, c'est plus polluant que l'essence, c'est plus polluant que le gaz. Toujours est-il que quelle a été la conséquence ? Comme on a arrêté de financer de nouvelles installations de centrales à charbon, on a gardé nos vieilles centrales à charbon. Et nos vieilles centrales à charbon, on a d'ailleurs des... En France, on n'est plus trop concerné, c'est l'avantage. On n'est pas la Pologne, ou la République tchèque, ou l'Allemagne. On en a encore, et elles sont très vieilles. Vous regardez les mêmes centrales à charbon de nouvelle génération en Chine, elles polluent nettement moins. Donc concrètement, quand on dit on arrête de financer telle énergie, ça peut vouloir dire qu'on va garder du matériel plus ancien, et clairement, l'énergie, c'est un mix. C'est pour ça que le terme mix énergétique a un sens. Il faut avoir des centrales nucléaires, mais on ne peut pas vivre que là-dessus, parce qu'une centrale nucléaire, ça se met en marche et ça s'arrête très lentement. Ça aligne. Pour s'arrêter complètement, on arrive quand même à piloter quand vous êtes en phase d'exploitation, vous avez une inertie incroyable. L'éolien... C'est ce que vous voulez dire, c'est pas tout blanc, tout noir, y compris chez Total. Et par exemple, avoir de l'essence, ça sert. Les utilisations ne sont pas les mêmes. Guillaume parlait de service. Si je suis dans Paris, j'aurai un très bon service utilisateur avec ma petite voiture électrique. Si je suis au fin fond de la Creuse, j'ai encore besoin de ma voiture à essence et il ne faut pas tout de suite l'arrêter. Moi, pour le coup, j'habite en Sarthe, j'ai une voiture électrique et à la campagne, et c'est absolument incroyable, et c'est bien mieux qu'en ville, parce qu'en fait, c'est beaucoup plus facile de recharger chez vous, parce que déjà, vous habitez dans une maison. Mais pour faire la longue... Vous arrivez à faire des longues distances avec... les stations de recharge. Bon, maintenant, ça va, il y a quasiment 300-500 km de... En fait, vous avez officiellement 500 km de distance. En fonction de la vitesse à laquelle vous roulez, vous avez 350-400 km d'autonomie. Et de toute façon, 350-400 km, ça fait que vous arrêtez une demi-heure toutes les 2h30 pour recharger. Franchement, ça se fait très bien. Mais Guillaume, vous êtes le patron de Total. Vous avez une boîte d'hydrocarbures et vous êtes convaincu, je pense qu'il n'y a pas de doute sur le fait que Patrick Pouyanné soit convaincu qu'il faut qu'il fasse muer son entreprise. Sur la vitesse de cette mue, précisément, par rapport au fait de risquer l'activité, quand même, les résultats de la boîte, etc. Est-ce qu'il faut foncer au risque de mettre le 80% du chiffre d'affaires en péril ? Enfin, je ne sais pas. Voilà. Comment le chef d'entreprise doit-il évaluer ça? C'est pas facile. Non, c'est pas facile. Mais en fait, en tant que chef d'entreprise, vous devez tenir compte de 100% des externalités. Et vous ne pouvez pas vous concentrer juste sur un aspect qui serait l'aspect exclusif de rentabilité court terme. Parce que la difficulté, au passage, pour un Patrice Pouyanné, c'est que lui, il n'est pas là pour dans 10 ans. Il est là, lui, pour les 2 prochaines années. 3 prochaines. Allez, 4. Oui. Après, des fois, il y a des patrons qui font plus que ça, mais enfin, il est là depuis quelques années. Donc il est là depuis quelques années, il a pas carrière, évidemment. Oui. Et voilà. Et donc, lui, il a peut-être un bonus, des stock options qui sont indexés sur le cours de son action dans 2-3 ans. Mais pour autant, l'entreprise, elle, et c'est là où les actionnaires, qui eux sont là pour un paquet de temps. Non, pas tous. Je ne suis pas sûr qu'ils aient tous envie, ceux qui votent contre, là, que l'action baisse dans 2 ans pour rebondir dans 5. Hein. Si ? En tout cas, leur vision pour la plupart, en tout cas pour un certain nombre d'entre eux, est une vision long terme. Elle n'est pas une vision court terme. Ce sont justement ces investisseurs qui constituent le socle des actionnaires de l'entreprise et qui constituent, par rapport à des actionnaires, on va dire particuliers, qui changent régulièrement et qui créent des fluctuations, sont généralement des actionnaires de référence qui restent dans les entreprises sur des termes qui sont extrêmement longs. Et donc, cette vision long terme fait que
est-ce que vous pouvez aujourd'hui prendre le risque ? Est-ce qu'il est plus intelligent aujourd'hui d'anticiper dès maintenant une transition écologique, climatique plus importante ? Parce que derrière, vous allez aussi avoir une meilleure image qui va donc valoriser plus dans le temps. Vous allez permettre à vos consommateurs de rester plus, d'avoir un affectio plus important, une affection à la marque plus importante parce que cette marque sera connue comme étant une marque qui a plus que les autres une orientation écologique, climatique, une importance accordée à l'environnement. Est-ce que ça lui permettra d'aller recruter des talents qui iront chez lui plutôt que d'aller ailleurs? Parce qu'effectivement, c'est important pour eux, et c'est important pour eux de se dire, on va rentrer chez Total Energy pour préparer l'entreprise du futur, qui sera une entreprise beaucoup plus verte. Moi, je pense que dans la vision d'une entreprise... Parfois, ils font des efforts, ils changent de nom. Bon, ça, c'est anecdotique. Bien sûr, mais... C'est la première fois, et toutes les boîtes ne le font pas, qui soumettent aux actionnaires le plan climatique. Et c'est super bien, mais ce qui est reproché, c'est la rapidité, c'est la vitesse. En disant, si on veut tenir les objectifs de maximum 1,5 degré de hausse des températures moyennes dans le monde, il faut que les grands pétroliers accélèrent la transition énergétique pour pouvoir nous proposer des alternatives au tout pétrole. Et c'est ça qui est le message qui est passé, en fait. Et donc, s'il y a un arbitrage à faire, et il y a un arbitrage à faire entre du court terme, où peut-être que ça va handicaper la rentabilité à court terme, mais pour avoir et une rentabilité long terme et une image, parce que l'image va procède aussi de la rentabilité de l'entreprise sur le long terme, parce qu'elle lui permet d'attirer des talents, parce qu'elle lui permet de créer une affection plus importante de la part des clients à la marque, et une une meilleure relation à la marque. Et la valorisation, d'ailleurs, elle peut être positive. Elle peut être positive parce qu'en fait, aujourd'hui, aux États-Unis, toutes les boîtes de renouvelables valent bien, pour certaines, quasiment plus cher que les majors pétrolières, alors qu'elles font 1/100 du chiffre d'affaires. Absolument. Et si on prend un parallèle dans l'industrie automobile, toutes les entreprises qui se sont dit, on va se concentrer sur ce qui fait 99,9% de notre business, c'est-à-dire le thermique et l'électrique, on va en faire un tout petit peu. Eh ben, à côté est arrivé Tesla qui a dit « Moi, je fais 100% d'électrique » et qui, aujourd'hui, vaut beaucoup plus que toutes ces entreprises thermiques qui... Et donc... Oui, c'est le syndrome Kodak, mais c'est plus facile de partir de zéro. Vous êtes Renault, Peugeot, Volkswagen. On ne peut pas reconvertir les usines comme ça d'un claquement de doigts. Donc ça, il faut fermer. C'est déjà l'industrie. Mais non, mais vous pouvez faire... En quoi qu'est-ce qui vous empêche de faire en parallèle ? Qu'est-ce qui empêchait les capacités d'investissement, j'imagine, non ? Non, vous avez votre capacité sur... la capacité d'investissement a changé, vous voulez dire. Oui. Mais si vous créez une start-up de la même façon que Elon Musk, sur Tesla, il s'est financé comment ? Vous pouvez de la même façon... Sur les marchés financiers pour l'essentiel au départ, oui. Vous pouvez de la même façon financer une start-up dans le groupe Renault qui serait une start-up électrique avec des équipes dédiées et piloter la croissance de l'un et la décroissance de l'autre et continuer à le faire. Donc, intellectuellement, on peut faire ça. Et d'ailleurs, moi, dans mon groupe, j'ai des entreprises qui sont très différentes. J'ai des entreprises qui sont extrêmement traditionnelles avec des agences, avec du salariat classique, des CDI temps plein, etc., avec des salariés. Et puis, j'ai des entreprises de mise en relation qui sont beaucoup plus numérisées, beaucoup plus numérisées, avec des organisations qui sont beaucoup plus libérées, responsabilisantes, avec des salariés qui travaillent en équipe, avec très peu de management avec eux. Et en fait, j'ai les différents modèles qui sont... Donc vous arbitrez en fonction, J'essaye à chaque fois de faire le maximum dans chacun des domaines. Mais ce n'est pas parce qu'on fait le maximum et qu'on essaie d'être le plus performant possible dans l'activité hydrocarbures qu'on ne peut pas en même temps faire le maximum et essayer d'être le plus performant possible dans une activité beaucoup plus verte et développer des énergies qui sont renouvelables et beaucoup plus sustainable, en tout cas de plus en plus, j'ai utilisé un terme anglais, de plus en plus
Oui, moi aussi j'avais du mal tout à l'heure. Soucieuse durable et protectrice de l'environnement. Nicolas, votre regard sur les entreprises entre guillemets de l'ancien monde et leur capacité à muter et à accomplir une transition énergétique, écologique, face à des nouveaux entrants qui partent de zéro et qui, pour certains, balayent tout sur leur passage. Alors, je reviens encore une fois au syndrome Kodak. Mais... Les nouveaux entrants, et on a parlé d'Elon Musk, il a un truc qu'on n'a pas, et ces nouveaux entrants, ils ont accès au marché financier, et notamment au marché financier américain, avec le Nasdaq, et avec tout l'écosystème. Un peu plus facilement qu'ici. Qui est quelque chose qui fait grandir énormément les nouvelles entreprises et qui permet aux startups d'investir massivement. Pour vous donner un chiffre, la capitalisation d'Apple, aujourd'hui, est égale à la capitalisation des 40 boîtes du CAC 40 en France. Oui, 2400 milliards. Et ça, c'est quelque chose qu'on avait un peu perdu, qu'on avait dans les années 50. La Standard Oil of New Jersey, Exxon, avait déjà la capitalisation de la place boursière de Paris. Et puis, on s'était un peu refait avec toute une série d'innovations dans les années 60 et 70. Et là, à nouveau, on est déclassé. Donc, clairement, nous, notre sujet, c'est de faire migrer des entreprises. Quand on regarde Total, j'aimerais pas qu'on tombe dans du Total bashing, comme on voyait le Doctolib bashing tout à l'heure. Par exemple, ils font des trucs incroyables. Il y a 3 jours, ils ont fait voler un vol entre Paris et le Canada. Enfin, c'est Air France qui a fait le vol, mais ils ont alimenté en kérosène dans lequel il y avait 10% d'huile de cuisson, entre guillemets, c'est-à-dire d'huile recyclée. Et d'huile recyclée. Et c'est quand même assez créatif. Alors, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est plus cher, économiquement parlant, mais on sait très bien qu'il y a des techniques qui se développent et dont les prix baissent. Et pourquoi ils ont mis de l'huile de cuisson ? Parce que la fois précédente, en 2018, quand Total avait reconverti la raffinerie de la Med, elle avait négocié auprès de tout le monde, des pouvoirs publics, des associations ou autres, en disant on va faire une usine qui va être une bioraffinerie, une grosse bioraffinerie en France. Tout le monde leur avait dit oui, et puis après, on leur était tombé dessus parce que c'était de l'huile de palme. Et l'huile de palme... elle a d'autres inconvénients dans les pays où elle est produite, parce qu'elle entraîne la déforestation. Mais clairement, économiquement, il y a beaucoup à redire sur cette histoire de déforestation. Parce que clairement, on ne va pas lancer là-dessus, parce qu'elle va nous emmener loin. Mais... Et donc, vous voyez, on a un grand Français qui innove. Et la tentation, c'est de leur dire c'est pas bien ce que vous faites, vous n'allez pas assez vite. Alors s'il y a un enjeu à amener. Ce qui est vertueux, c'est qu'il y a à la fois, effectivement, on les pousse un peu. Voilà, c'est pas non plus. Il n'est pas en prison, Patrick Pouyanné, mais j'imagine qu'il y a une espèce d'équilibre. Il faut pas tomber dans la caricature. Il faut pas tomber dans blanc-noir. Non, mais c'est pas ce que disait Guillaume non plus, je crois pas. C'est d'amener... Ah non, je parlais pas du tout pour Guillaume. Je parlais pour le débat en général sur les entreprises. C'est d'amener les entreprises à évoluer, plus que de dire... Voilà, en leur donnant des petits coups de pied aux fesses de temps en temps. C'est ça un peu l'idée. Là, l'idée, c'est pas blanc ou noir, c'est vert. Oui, en plus. Comme le studio. Ce sera ça, les téléspectateurs ne le voient pas. Vous l'imaginez, mais ils ne le voient pas. Allez, ce sera le mot de la fin, le vert. Enfin, le mot de la fin. Non, il nous reste 5 minutes, mais c'est l'after. On va balayer un ou deux sujets d'actualité pour terminer. Autre. L'été Smart, c'est reparti. Merci de rester avec nous. Notre troisième sujet, deuxième débat dans l'émission autour des questions climatiques, de la façon de faire pour respecter les engagements internationaux, nationaux des entreprises. J'ai appelé ce débat climat de points, les investisseurs à la manœuvre, point d'interrogation. À l'occasion, il y a notamment un petit sujet autour de Total, notre géant pétrolier national. Regardez cette petite brève pour se commencer de Boursorama. Sous pression, Total change de nom et tente de convaincre qu'il en fait assez pour le climat. Alors, change de nom, c'était annoncé depuis quelques semaines déjà. Ce sera donc officialisé, si les actionnaires sont d'accord, lors de l'Assemblée générale de la semaine prochaine. Total va devenir Total Énergie, en un seul mot, énergie avec un pluriel, pour montrer que Total, c'est pas ou ce n'est plus que du pétrole. Papier du Figaro, parallèlement, poursuit cette idée. Total bousculé par ses actionnaires sur ses objectifs climatiques, juge que les engagements du groupe sont insuffisants. De fait, nous dit le quotidien, toutes les majors sont sous la pression de fond. Dans la tribune également, climat, la résolution de Total ne fait pas l'unanimité chez les investisseurs.
Tribune qui, de façon plus précise, explique que la société de gestion Mescart, le gestionnaire OFI Asset Management et Aircantec ont annoncé qu'ils voteraient contre la stratégie de climat lors de son assemblée générale. Je crois que c'est la première fois que Total va soumettre au vote. Ça fait partie des nouveautés, le fameux, en bon français, le C on Climate, comme le C on P. Voilà, ça nous vient d'outre-Atlantique. Donc, un ensemble d'actionnaires qui considèrent que l'entreprise devrait faire plus d'efforts. Alors, a priori, la direction n'est pas en péril, mais c'est un signe intéressant. Alors, Total, bon, évidemment, c'est un groupe de pétrole au départ, donc on peut pas se refaire complètement. Donc, effectivement, ils ont une transition à accomplir, mais ils partent d'un existant. Ils vont pas arrêter du jour au lendemain de toute activité pétrolière. Enfin, ils pourraient, mais enfin, ce serait avec un coût économique absolument impensable pour les actionnaires. Alors, précisément sur le rôle des uns et des autres, sur l'action climatique. À une époque, on disait que c'était les pouvoirs publics qui poussaient. Plus récemment, on disait finalement, les entreprises maintenant commencent à en faire un peu plus même que les pouvoirs publics. C'est elles qui prennent le relais, qui sont les plus motrices sur le sujet, notamment sous la pression de leurs actionnaires, de long terme ou de plus court terme, les fameux, dans les deux cas, des fameux investisseurs. C'est une bonne chose, Guillaume, qu'il y ait une pression aussi des actionnaires pour faire bouger les choses, y compris. On imagine qu'ils sont conscients du sujet chez Total, y compris dans une boîte. Là, pour le coup, on ne peut pas faire plus hydrocarbures au départ que quand on est un pétrolier. Alors, complètement, totalement. Mais en fait, quel est le job d'un investisseur ? Le job d'un investisseur, c'est de mettre de l'argent et d'en gagner un peu plus à la sortie. Et s'ils font ça, c'est parce que, en fait, les investisseurs eux-mêmes sont sous la pression des consommateurs. Oui. Des consommateurs, de leurs clients. Ils ont une double pression. Ils ont à la fois une pression des investisseurs eux-mêmes, parce que les investisseurs, généralement, récoltent de l'argent de clients qui investissent chez eux. Et ils ont une pression aussi parce qu'ils se disent, tiens, Total, c'était vous ne viendrez plus chez nous par hasard. On viendra chez vous plus par hasard que si, et seulement si, vous ne montrez pas de blanche. Parce qu'aujourd'hui, il y a une appétence et un besoin et une demande de la part des consommateurs pour aller pour consommer de plus en plus vert, de plus en plus responsable. Et il y a aussi une pression de la part des salariés. Total, qui il y a des années n'avait aucun problème pour embaucher, aujourd'hui a des difficultés à recruter. Parce qu'en fait, il faut les jeunes, et même les jeunes diplômés, les jeunes ingénieurs, chercher etc. du sens. Et de la même façon que les ressources humaines étaient l'avenir de l'entreprise, aujourd'hui, le climat, ce que l'on appelle la politique RSE, responsabilité sociale et environnementale, l'aspect environnemental est extrêmement important. Et c'est même pas un choix, c'est une obligation aujourd'hui pour toutes les entreprises, parce que leurs consommateurs, leurs clients, leurs donneurs d'ordre, leurs investisseurs, leurs salariés leur demandent ça. Et donc, la meilleure façon, en fait, c'est l'évolution de la société qui fait que l'entreprise, elle ne répond pas à une injonction de l'État, elle va répondre à une injonction de ces différentes parties prenantes que sont ses clients, ses fournisseurs, ses actionnaires, ses salariés, qui exigent tous aujourd'hui d'avoir une prise en compte des contraintes climatiques, une prise en compte environnementale. Et donc, cette pression qui est imposée par des investisseurs est en fait une pression que les investisseurs eux-mêmes subissent de la part de leurs souscripteurs et une évaluation de ce qu'attendent les consommateurs de Total pour demain, pour ne plus continuer à venir chez Total par hasard. À chaque fois, vous raccrochez vos slogans. Nicolas, votre sentiment sur ce rôle vertueux ou pas, enfin bref, en matière de climat des investisseurs dans les boîtes. Les investisseurs, ils sont fondés toujours à challenger les entreprises dans lesquelles ils investissent, donc c'est très bien. Non, mais on pourrait se dire qu'ils investissent ailleurs à ce moment-là. Enfin, je ne sais pas, je me fais encore une fois en l'occurrence, ils ont envie de continuer à investir dans Total et ils ont envie de voir certaines choses en plus. Moi, j'ajouterais juste, il faut raison garder. Et c'est fondamental. Total a un passé, c'est l'essence, c'est l'hydrocarbure. Donc, il y a une question de dosage, à quel rythme il diversifie. Et il faut faire attention à ne pas tomber dans des schémas blanc-noir. Je vais vous donner un schéma blanc-noir que je regrette personnellement, c'est les centrales à charbon. Alors, je ne suis pas nostalgique des centrales à charbon comme du train de nuit Paris-Nice,
Mais à un certain stade, par exemple, tous les gros investisseurs, toutes les grosses banques françaises ont dit on arrête de financer le charbon parce que c'est une énergie sale. Et c'est vrai que le charbon est quelque chose de polluant, de plus polluant que toutes les autres énergies qu'on a. C'est plus polluant que le nucléaire, c'est plus polluant que l'essence, c'est plus polluant que le gaz. Toujours est-il que quelle a été la conséquence ? Comme on a arrêté de financer de nouvelles installations de centrales à charbon, on a gardé nos vieilles centrales à charbon. Et nos vieilles centrales à charbon, on a d'ailleurs des... En France, on n'est plus trop concerné, c'est l'avantage. On n'est pas la Pologne, ou la République tchèque, ou l'Allemagne. On en a encore, et elles sont très vieilles. Vous regardez les mêmes centrales à charbon de nouvelle génération en Chine, elles polluent nettement moins. Donc concrètement, quand on dit on arrête de financer telle énergie, ça peut vouloir dire qu'on va garder du matériel plus ancien, et clairement, l'énergie, c'est un mix. C'est pour ça que le terme mix énergétique a un sens. Il faut avoir des centrales nucléaires, mais on ne peut pas vivre que là-dessus, parce qu'une centrale nucléaire, ça se met en marche et ça s'arrête très lentement. Ça aligne. Pour s'arrêter complètement, on arrive quand même à piloter quand vous êtes en phase d'exploitation, vous avez une inertie incroyable. L'éolien... Ce que vous voulez dire, c'est pas tout blanc, tout noir, y compris chez Total. Et par exemple, avoir de l'essence, ça sert. Les utilisations ne sont pas les mêmes. Guillaume parlait de service. Si je suis dans Paris, j'aurai un très bon service utilisateur avec ma petite voiture électrique. Si je suis au fin fond de la Creuse, j'ai encore besoin de ma voiture à essence et il ne faut pas tout de suite l'arrêter. Moi, pour le coup, j'habite en Sarthe, j'ai une voiture électrique et à la campagne, et c'est absolument incroyable, et c'est bien mieux qu'en ville, parce qu'en fait, c'est beaucoup plus facile de recharger chez vous, parce que déjà, vous habitez dans une maison. Mais pour faire la longue... vous arrivez à faire des longues distances avec... les stations de recharge. Bon, maintenant, ça va, il y a quasiment 300-500 km de... En fait, vous avez officiellement 500 km de distance. En fonction de la vitesse à laquelle vous roulez, vous avez 350-400 km d'autonomie. Et de toute façon, 350-400 km, ça fait que vous arrêtez une demi-heure toutes les 2h30 pour recharger. Franchement, ça se fait très bien. Et Guillaume, vous êtes le patron de Total. Vous avez une boîte d'hydrocarbures et vous êtes convaincu, je pense qu'il n'y a pas de doute sur le fait que Patrick Pouyanné soit convaincu qu'il faut qu'il fasse muer son entreprise. Sur la vitesse de cette mue, précisément, par rapport au fait de risquer l'activité, quand même, les résultats de la boîte, etc. Est-ce qu'il faut foncer au risque de mettre le 80% du chiffre d'affaires en péril ? Enfin, je ne sais pas. Voilà. Comment le chef d'entreprise doit-il évaluer ça? C'est pas facile. Non, c'est pas facile. Mais en fait, en tant que chef d'entreprise, vous devez tenir compte de 100% des externalités. Et vous ne pouvez pas vous concentrer juste sur un aspect qui serait l'aspect exclusif de rentabilité court terme. Parce que la difficulté, au passage, pour un Patrice Pouyanné, c'est que lui, il n'est pas là pour dans 10 ans. Il est là, lui, pour les 2 prochaines années. 3 prochaines. Allez, 4. Oui. Après, des fois, il y a des patrons qui font plus que ça, mais enfin, il est là depuis quelques années. Donc il est là depuis quelques années, il a pas carrière, évidemment. Oui. Et voilà. Et donc, lui, il a peut-être un bonus, des stock options qui sont indexés sur le cours de son action dans 2-3 ans. Mais pour autant, l'entreprise, elle, et c'est là où les actionnaires, qui eux sont là pour un paquet de temps. Non, pas tous. Je ne suis pas sûr qu'ils aient tous envie, ceux qui votent contre, là, que l'action baisse dans 2 ans pour rebondir dans 5. Hein. Si ? En tout cas, leur vision, pour la plupart, en tout cas pour un certain nombre d'entre eux, est une vision long terme. Elle n'est pas une vision court terme. Ce sont justement ces investisseurs qui constituent le socle des actionnaires de l'entreprise et qui constituent, par rapport à des actionnaires on va dire particuliers qui changent régulièrement et qui créent des fluctuations, sont généralement des actionnaires de référence qui restent dans les entreprises sur des termes qui sont extrêmement longs. Et donc, cette vision long terme fait que est-ce que vous pouvez aujourd'hui prendre le risque ? Est-ce qu'il est plus intelligent aujourd'hui d'anticiper dès maintenant une transition écologique, climatique plus importante ? Parce que derrière, vous allez aussi avoir une meilleure image qui va donc valoriser plus dans le temps. Vous allez permettre à vos consommateurs de rester plus, d'avoir un affectio plus important, une affection à la marque plus importante parce que cette marque sera connue comme étant une marque qui a plus que les autres une orientation écologique, climatique, une importance accordée à l'environnement. Est-ce que ça lui permettra d'aller recruter des talents qui iront chez lui plutôt que d'aller ailleurs? Parce qu'effectivement, c'est important pour eux, et c'est important pour eux de se dire on va rentrer chez Total Energy pour préparer l'entreprise du futur qui sera une entreprise beaucoup plus verte. Moi, je pense que dans la vision
d'une entreprise. Parfois, ils font des efforts, ils changent de nom. Bon, ça, c'est anecdotique. Bien sûr, mais c'est la première fois, et toutes les boîtes ne le font pas, qui soumettent aux actionnaires le plan climatique. Et c'est super bien, mais ce qui est reproché, c'est la rapidité, c'est la vitesse. En disant, si on veut tenir les objectifs de maximum 1,5 degré de hausse des températures moyennes dans le monde, il faut que les grands pétroliers accélèrent la transition énergétique pour pouvoir nous proposer des alternatives au tout pétrole. Et c'est ça qui est le message qui est passé, en fait. Et donc, s'il y a un arbitrage à faire, et il y a un arbitrage à faire entre du court terme, où peut-être que ça va handicaper la rentabilité à court terme, mais pour avoir et une rentabilité long terme et une image, parce que l'image va procède aussi de la rentabilité de l'entreprise sur le long terme, parce qu'elle lui permet d'attirer des talents, parce qu'elle lui permet de créer une affection plus importante de la part des clients à la marque et une meilleure relation à la marque. Et la valorisation, d'ailleurs, elle peut être positive. Elle peut être en net positive parce qu'en fait, aujourd'hui, aux États-Unis, toutes les boîtes de renouvelables valent pour certaines quasiment plus cher que les majors pétrolières, alors qu'elles font 1/100 du chiffre d'affaires. Absolument. Et si on prend un parallèle dans l'industrie automobile, toutes les entreprises qui se sont dit, on va se concentrer sur ce qui fait 99,9% de notre business, c'est-à-dire le thermique et l'électrique, on va en faire un tout petit peu. Et à côté est arrivé Tesla qui a dit, moi je fais 100% d'électrique et qui aujourd'hui vaut beaucoup plus que toutes ces entreprises thermiques qui... Et donc... Oui, c'est le syndrome Kodak, mais c'est plus facile de partir de zéro. Vous êtes Renault, Peugeot, Volkswagen. On ne peut pas reconvertir les usines comme ça d'un claquement de doigts. Donc ça, il faut fermer. C'est déjà l'industrie. Mais non, mais vous pouvez faire... En quoi qu'est-ce qui vous empêche de faire en parallèle ? Qu'est-ce qui empêchait... Les capacités d'investissement, j'imagine, non ? Non, vous avez votre capacité sur... capacité d'investissement a changé, vous voulez dire. Oui. Mais si vous créez une start-up de la même façon que Elon Musk, sur Tesla, il s'est financé comment ? Vous pouvez de la même façon... Sur les marchés financiers pour l'essentiel au départ, oui. Vous pouvez de la même façon financer une start-up dans le groupe Renault qui serait une start-up électrique avec des équipes dédiées et piloter la croissance de l'un et la décroissance de l'autre et continuer à le faire. Donc, intellectuellement, on peut faire ça. Et d'ailleurs, moi, dans mon groupe, j'ai des entreprises qui sont très différentes. J'ai des entreprises qui sont extrêmement traditionnelles avec des agences, avec du salariat classique, des CDI temps plein, etc., avec des salariés. Et puis, j'ai des entreprises de mise en relation qui sont beaucoup plus numérisées, beaucoup plus numérisées, avec des organisations qui sont beaucoup plus libérées, responsabilisantes, avec des salariés qui travaillent en équipe, avec très peu de management avec eux. Et en fait, j'ai les différents modèles qui sont... Donc vous arbitrez en fonction, J'essaye à chaque fois de faire le maximum dans chacun des domaines. Mais c'est pas parce qu'on fait le maximum et qu'on essaie d'être le plus performant possible dans l'activité hydrocarbures qu'on peut pas en même temps faire le maximum et essayer d'être le plus performant possible dans une activité beaucoup plus verte et développer des énergies qui sont renouvelables et beaucoup plus sustainable, en tout cas de plus en plus, j'ai utilisé un terme anglais, de plus en plus... oui, moi aussi j'avais du mal tout à l'heure. Soucieuse durable et protectrice de l'environnement. Nicolas, votre regard sur les entreprises entre guillemets de l'ancien monde et leur capacité à muter et à accomplir une transition énergétique, écologique, face à des nouveaux entrants qui partent de zéro et qui, pour certains, balayent tout sur leur passage. Alors, je reviens encore une fois au syndrome Kodak. Mais... Les nouveaux entrants, et on a parlé d'Elon Musk, il a un truc qu'on n'a pas, et ces nouveaux entrants, ils ont accès au marché financier, et notamment au marché financier américain, avec le Nasdaq, et avec tout l'écosystème. Un peu plus facilement qu'ici. Qui est quelque chose qui fait grandir énormément les nouvelles entreprises et qui permet aux startups d'investir massivement. Pour vous donner un chiffre, la capitalisation d'Apple, aujourd'hui, est égale à la capitalisation des 40 boîtes du CAC 40. Yes, 2400 milliards. Et ça, c'est quelque chose qu'on avait un peu perdu, qu'on avait dans les années 50. La Standard Oil of New Jersey, Exxon, avait déjà la capitalisation de la place boursière de Paris. Et puis, on s'était un peu refait avec toute une série d'innovations dans les années 60 et 70. Et là, à nouveau, on est déclassé. Donc, clairement, nous, notre sujet, c'est de faire migrer des entreprises.
quand on regarde Total, j'aimerais pas qu'on tombe dans du Total bashing, comme on voyait le Doctolib bashing tout à l'heure. Par exemple, ils font des trucs incroyables. Il y a 3 jours, ils ont fait voler un vol entre Paris et le Canada. Enfin, c'est Air France qui a fait le vol, mais ils ont alimenté en kérosène dans lequel il y avait 10% d'huile de cuisson, entre guillemets, c'est-à-dire d'huile recyclée. Et d'huile recyclée. Et c'est quand même assez créatif. Alors, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est plus cher, économiquement parlant, mais on sait très bien qu'il y a des techniques qui se développent et dont les prix baissent. Et pourquoi ils ont mis de l'huile de cuisson ? Parce que la fois précédente, en 2018, quand Total avait reconverti la raffinerie de la Med, elle avait négocié auprès de tout le monde, des pouvoirs publics, des associations ou autres, en disant on va faire une usine qui va être une bioraffinerie, une grosse bioraffinerie en France. Tout le monde leur avait dit oui, et puis après, on leur était tombé dessus parce que c'était de l'huile de palme. Et l'huile de palme... elle a d'autres inconvénients dans les pays où elle est produite, parce qu'elle entraîne la déforestation. Mais clairement, économiquement, il y a beaucoup à redire sur cette histoire de déforestation. Parce que on ne va pas lancer là-dessus parce qu'elle va nous emmener loin. Mais... Et donc, vous voyez, on a un grand Français qui innove. Et la tentation, c'est de leur dire c'est pas bien ce que vous faites, vous n'allez pas assez vite. Alors s'il y a un enjeu à amener. Ce qui est vertueux, c'est qu'il y a à la fois, effectivement, voilà, on les pousse un peu. Quoi. Voilà, c'est pas non plus. Il n'est pas en prison, Patrick Pouyanné. Mais j'imagine qu'il y a une espèce d'équilibre. Il faut pas tomber dans la caricature. Il faut pas tomber dans blanc-noir. Non, mais c'est pas ce que disait Guillaume non plus, je crois pas. C'est d'amener... Ah non, je parlais pas du tout pour Guillaume. Je parlais pour le débat en général sur les entreprises. C'est d'amener les entreprises à évoluer, plus que de dire... Voilà, en leur donnant des petits coups de pied aux fesses de temps en temps. C'est ça un peu l'idée. Là, l'idée, c'est pas blanc ou noir, c'est vert. Ouais. En plus. Comme le studio. Ce sera ça, les téléspectateurs ne le voient pas. Ils peuvent l'imaginer, mais ils ne le voient pas. Allez, ce sera le mot de la fin, le vert. Enfin, le mot de la fin. Non, il nous reste 5 minutes, mais c'est l'after. On va balayer un ou deux sujets d'actualité pour terminer. Autre. Il nous reste 5 minutes, donc je voudrais faire réagir à deux, trois actualités autres. Voilà, on n'a pas encore vraiment parlé vaccination, on va parler vaccination. Je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est sa journée, dans l'émission. Frédéric Young, notre consul général à San Francisco, qui s'est fait le porte-parole auprès des Américains de Californie du Nord, du fait que la France c'était l'annonce hier, va réouvrir ses frontières complètement aux touristes, citoyens américains vaccinés à compter du 9 juin. Il dit ça en anglais, et puis il dit qu'il espère que les États-Unis vont suivre en faisant le match retour, la réciproque. Est-ce qu'on aurait dû attendre que les deux se fassent ensemble? Est-ce que on donne le sentiment de nous ouvrir nos frontières aux Américains alors que les Américains n'ont pas encore ouvert leurs frontières aux Européens ou aux Français? On n'aurait pas pu essayer de se coordonner? On ne donne pas le sentiment un peu trop de votre réaction? Vous voulez verre à moitié plein, toujours? Moi, je vois plutôt les entrepreneurs. C'est ça, j'ai plutôt la tendance à voir le verre à moitié plein. Et par ailleurs, nous, permettre d'ouvrir nos frontières pour que les Américains reviennent en France et en Europe, c'est quelque chose qui est extrêmement positif pour notre industrie hôtelière, notre industrie touristique. Donc, moi, ça me va très bien, en fait, si les Français sont obligés de rester en France et que tous les autres pays viennent dans notre pays et consomment et relancent l'industrie touristique et l'industrie hôtelière. J'ai des potes qui sont à la tête d'entreprises qui sont hôtelières. Ils ont souffert de façon hallucinante, incroyable. Et si on peut enfin les aider en permettant la réouverture du tourisme et qu'un maximum de Français aussi et une action citoyenne en passant leurs vacances en France pour permettre à l'industrie touristique et hôtelière française de retrouver des couleurs, ça serait vraiment chouette. Et moi, je pense vraiment à eux. On prend les touristes américains, mais on garde les nôtres, comme ça. Donc je vois qu'on a... Voilà, moi, je ne suis pas forcément pour... Tant mieux, c'est bien parti. Plusieurs millions de touristes américains chaque année, enfin, jusqu'à 2019, évidemment. Oui, c'est ce qui risque de se passer, parce que la circulation virale ici est plus élevée qu'aux États-Unis. Donc, on aura des Américains qui voudront. Je pense qu'ils vont quand même ouvrir leurs frontières aussi, les Américains. En tout cas, aux gens vaccinés. On en aura quelques-uns qui se diront est-ce que c'est judicieux d'aller en France? Et nous, comme on a une circulation virale plus élevée, peut-être qu'ils nous diront venez pas. Et donc, peut-être que pour la balance touristique, ça sera positif.
Bon, en tout cas, les hôteliers se réjouissent. À partir du 9 juin, les touristes, les Américains vaccinés peuvent revenir chez nous, qu'on se le dise. Et puis, ils sont assez nombreux à être vaccinés là-bas, donc on devrait peut-être retrouver des... Allez, pour terminer, un sujet dont on a pas mal parlé depuis quelques semaines, le fameux taux mondial d'imposition qui avait été annoncé par les États-Unis, par Joe Biden, plutôt par Madame Yellen, sa secrétaire au Trésor. Ils n'avaient pas donné de chiffres, ils avaient donné les chiffres pour eux, le fameux 21% pour les multinationales américaines. Ils cherchaient à établir un taux minimum. Donc, du coup, on s'était dit que ce serait 21% globalement. En fait, non, les Américains, ils proposent, regardez, c'était Dépêche du Monde, un taux de 15% au moins pour les entreprises. Alors, dans cette émission, il y a 2 jours, on évoquait l'interview de M. Gentiloni, le commissaire européen à l'économie, dans Les Échos, qui dit qu'il est trop tôt pour donner un chiffre. Il disait, ce sera probablement à 2 chiffres, mais là, c'est trop tôt. Les Américains, ils sont plus cash. Ils disent 15% au moins, mais c'est un plancher. Et on peut essayer d'être plus ambitieux. Cette idée d'un impôt minimum mondial pour... alors, le côté des Américains, c'est les 100 plus grosses multinationales au monde. Après, on va voir ce que l'OCDE. C'est à l'OCDE que se discute ce point. On va dans le bon sens, là aussi. Vous voulez voir le verre à moitié plein? L'idée, elle est très populaire, pour une mauvaise raison. Qui paie l'impôt sur les sociétés? On pense... À votre avis, c'est les sociétés ou les ménages? La plupart des individus pensent que ce sont les entreprises qui paient l'impôt sur les sociétés. In fine, c'est dans les pays. In fine, ce sont les ménages. Donc, il y a 3 types de ménages qui paient l'impôt sur les sociétés. Ce sont les consommateurs, quand ils sont prêts à payer un produit plus cher. C'est les salariés, quand ils sont prêts à accepter moins de hausse de salaire, ou sont les actionnaires. Et donc à l'Institut Molinari, on rappelle ça souvent, on a des business models en France où l'impôt est clairement payé par le consommateur. Imaginons l'impôt... Mais là, ça s'adresse quand même aux grosses multinationales qui paient très peu d'impôts effectifs, via l'optimisation fiscale. Vous avez raison à rappeler les règles de bon sens. In fine, l'impôt est payé par quelqu'un. Et de temps en temps, quand on ne regarde pas les vrais chiffres. Hier, il y avait une étude d'une ONG, je tairai son nom, qui disait il nous manque 32 milliards pour vacciner la planète entière contre Covid. Et si on taxait les GAFA... on aurait ces 32 milliards, ce qui est absurde, parce que de toute façon, le problème n'est pas un problème de milliards. Et en fait, cette ONG qui n'a pas regardé les documents officiels des GAFA, qui cette année-là payait 33 milliards de dollars dans le monde. Entendu, il pourrait payer plus. On passe son temps à se raconter des histoires sur les entreprises en prétendant qu'elles ne paient pas d'impôts. C'est souvent faux. Certaines optimisent bien quand même, quand elles ont leur siège social en Irlande. Mais en l'occurrence, si vous pensez aux GAFA, regardez leur fiscalité mondiale. Ils ont une fiscalité en ligne avec les entreprises européennes. Ils ne paient pas plus d'impôts, ils ne paient pas moins d'impôts. Parce que les entreprises européennes optimisent aussi, les grosses boîtes, il n'y a pas de doute là-dessus. En fait, toutes les boîtes ont leurs contraintes, elles ont leurs consommateurs, elles ont leurs salariés, elles ont leurs actionnaires, elles utilisent le code des impôts. Mais nous, à titre personnel, moi, personnellement, je ne cherche pas les cases pour payer plus d'impôts. Je cherche les cases pour payer la juste contribution. Mais il faudra un autre débat pour savoir ce qui est juste. Quel est le niveau? À votre regard, Guillaume? Moi, j'ai toujours considéré qu'il était normal de payer des impôts. Je suis très content d'avoir une société qui est en France. Je n'essaie absolument pas d'échapper à l'impôt par des systèmes d'évasion fiscale ou d'optimisation fiscale. Je ne cherche même pas ces systèmes-là. Je pense que c'est normal d'avoir une solidarité et de payer des impôts qui permettent derrière d'avoir des infrastructures. Ce qui me semble extrêmement intéressant là-dedans, c'est par contre, je suis un libéral convaincu dans le sens de la concurrence qui doit être pure et parfaite. Et en l'occurrence, ce qui aujourd'hui ne fonctionne pas, c'est qu'on a des impositions à 35%, à 33% qui sont pour certains acteurs qui ne font pas d'optimisation fiscale, et qu'on avait des impositions qui étaient en dessous de 10%, qui sont à 10,5%. Et ça, c'est pas juste. Et ça, c'est pas juste, parce que ça fausse la concurrence. Et donc, qu'il y ait un minimum et que personne ne puisse échapper à ce minimum, et qu'au maximum, il y ait plus qui payent moins tous, que l'on paye tous 15%, au lieu d'être certains à 33 et certains à 5 ou 10, ça me semblerait vraiment logique et vraiment bien et vraiment positif. Et ça serait acceptable pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on fait une plus grande assiette sur un taux qui est plus faible.
À suivre, voilà, je le disais, c'est à l'OCDE que ça va se discuter. Ça pourrait aller assez vite parce qu'il semble qu'il y a un début de consensus là-dessus. Merci à vous, messieurs. Très bon week-end, très bonne soirée. On se retrouve mardi soir. Il y a un week-end de 3 jours, enfin en tout cas sur Bismart. Ciao.